Alors, on donne la parole, si vous voulez bien, à notre secrétaire annuel de séance, Georges Abilaoud, qui va vous présenter les contenus synthétiques de la dernière séance. Monsieur le Président, chers amis et collègues, c'était une séance vraiment passionnante avec tout ce qu'il y avait comme pointe de la technologie et des avancées opératoires qui étaient condensées sur une seule séance. Je vais essayer de faire le résumé le plus correct possible. Donc, c'était une séance qui était co-gérée avec la Fondation de l'Avenir, avec Mme Marion Lelouvier, qui était présente à distance et qui a fait une introduction sur la Fondation de l'Avenir et ses liens avec l'Académie nationale de chirurgie depuis 2008. Première présentation par le professeur Natacha Kadlub sur la chirurgie personnalisée, application à la chirurgie maxillofaciale pédiatrique. La chirurgie personnalisée ou la chirurgie utilisant des dispositifs médicaux sur mesure constitue un progrès majeur et s'est largement développé en chirurgie maxillofaciale. Les nouvelles techniques utilisent principalement les procédés de planification et d'impression 3D de guides de coupe, d'orthèses, de plaques d'ostéosynthèse ou d'implants parfaitement adaptés. L'utilisation de ces procédures en pédiatrie tient compte de la croissance maxillofaciale résiduelle. Cette chirurgie personnalisée s'applique parfaitement à la cancérologie maxillofaciale pédiatrique, permettant la planification des résections à partir des données radiologiques. Elle permet également des reconstructions optimales osseuses par lambeaux micro-anastomosés, préconformés avec un temps chirurgical réduit. En chirurgie orthognatique, interceptive ou en fin de croissance, elle permet d'augmenter la précision des mouvements osseux et réduit le temps chirurgical. En chirurgie de reconstruction, elle permet la réalisation d'un plan préparé à partir des données de mirroring avec une augmentation de l'effet de symétrie faciale. L'utilisation de la planification et l'impression de modèles 3D s'est démocratisée grâce à l'implémentation de Fab Lab au sein des institutions. Néanmoins, l'impression de dispositifs médicaux reste soumise à une réglementation européenne stricte, nécessitant des partenariats industriels et impliquant un coût et des délais de fabrication importants. Donc, Christine Louis-Sylvestre, qui coordonnait cette séance, qui va utiliser cette technologie? La réponse, ingénieur en biomécanique qui réalise ces simulations. Les utilisateurs sont principalement les chirurgiens, les cardiologues et les radiologues. Voilà, c'est ça. Ah. Non, c'est bien, continue. Jean-Claude Couffignal, si présent, appliquez-vous toujours... Je ne pense pas que ça soit bien. Si, on voit bien. Non. Question commentaire. Hubert Joannet, pardon. Comment vous faisiez avant? En réponse, un peu moins bien et surtout plus long. Résultat immédiat meilleur. Madame Christine Louis-Sylvestre, diffusion actuelle de cette technique, diffusion large même en chirurgie libérale. Le président, utilisation des structures osseuses, reconstruction à l'aide des côtes, par exemple pour le nez, terminer si besoin de greffe vascularisée, omoplate utilisée parfois avec les lambeaux du grand dorsal. Peu important, en effet, l'impression 3D est soumise à la réglementation européenne et nous sommes obligés de passer par un tiers exploitant. À ce niveau-là, ça augmente un peu les coûts. La deuxième présentation par Pierre Perrault, cette présentation avait suscité pas mal de... après. Donc, utilisation d'implants thoraciques sur mesure réalisés par conception assistée par ordinateur pour traiter les malformations thoraciques de type pectus excavatum. Le pectus excavatum et le syndrome de Pellan constituent 90% des malformations congénitales de la paroi thoracique. En l'absence de retentissement cardiaque, respiratoire et de limitation de l'activité physique et sportive, le choix d'une correction morphologique de qualité apparaît comme une évidence, mais les techniques lourdes de remodelage invasif sont le plus souvent injustifiées, comme la sternocondroplastie. La technique de comblement par implant en élastomère de silicone fabriqué par conception assistée par ordinateur à l'aide d'un scanner est devenue désormais la solution la plus satisfaisante. La conception d'un implant personnalisé et adapté au plan profond de la malformation, simple à positionner grâce à des repères fiables, garantit des résultats esthétiques reproductibles. Le protocole chirurgical en un temps permet des résultats définitifs à vie et les complications sont exceptionnelles. Est-ce que cette prothèse est amenée à être changée dans l'avenir? En réponse, les implants thoraciques sont faits vers l'âge de 15 ans afin d'éviter une réintervention. Est-ce que ça pourrait être utilisé dans les pectus carinatum? La réponse était non.
Monsieur Béraud, résultat se dégrade avec le temps. La réponse, résultat stable, position derrière les muscles. Madame Cadlup, autre voie chirurgicale plus esthétique, voie d'abord médiane la plus adaptée, peu de cicatrices pathologiques. Intervention du professeur Alain Wurtz, qui est un chirurgien thoracique. Oui, le spécialiste de un spécialiste et qui était un petit peu étonné de la façon de la présentation de la stéréo. Très critique. Ouais, très critique. L'Académie accepte la critique. Tout à fait, puisque lui qui avait fait à peu près 500 patients avec une sténochondroplastie avait eu très peu de complications, avec des résultats qui étaient excellents, notamment sur les fonctions cardiaques et respiratoires en post-opératoire. Donc, il avait apporté un avis critique et très important là-dessus. À mon avis, et puis là, le professeur Benamou a sauvé un petit peu la situation en déclarant que l'exploration cardiaque et respiratoire était essentielle avant d'entreprendre ces chirurgies et qu'un suivi personnalisé tout au long de la vie était conseillé. Monsieur Albertini de Saint-Étienne, utilisation du jumeau numérique pour la prédiction du comportement des endoprothèses aortiques. La planification des interventions mini-invasives aortiques repose aujourd'hui sur l'analyse manuelle du scanner préopératoire en utilisant des logiciels d'analyse géométrique. Cette technique ne permet pas d'évaluer le comportement de l'endoprothèse au cours de l'intervention et au cours du suivi post-opératoire. Ceci implique un certain nombre de complications graves telles que des fuites avec perfusion persistante du sac anévrismal ou des thromboses qui menacent le pronostic vital et nécessitent en général des réinterventions. Les techniques de simulation utilisées dans l'industrie permettent d'obtenir un jumeau numérique patient-spécifique de l'aorte et de modéliser le déploiement de l'endoprothèse. Cette technologie donne accès à des analyses très précises du comportement de l'endoprothèse avant l'intervention, qui permettent de prédire un certain nombre de complications et d'améliorer potentiellement les résultats cliniques. Madame Louis Sylvestre, qui va utiliser cette technique? Donc, en effet, c'est les ingénieurs en biomécanique qui réalisent des simulations, et c'est des utilisations potentielles qui sont les chirurgiens, les cardiologues et les radiologues. Monsieur Couffignal, appliquez-vous toujours la même formule algorithme pour créer des jumeaux numériques indépendamment des caractéristiques intrinsèques des lésions à traiter? En réponse, l'approximation à l'aide de moyennes permet d'avoir un bon résultat. Simulez-vous la procédure permettant de positionner l'implant final. La position finale de l'implant n'est pas affectée par les étapes précédant l'implantation. C'est exact, Jean? Oui. Monsieur Benamou, intérêt majeur du passage des modèles imprimés 3D physiques en plastique à des représentations holographiques pour éviter surtout les endofuites. Système de fabrication homemade. Indication dans l'urgence, dans la chirurgie élective, nous restons sur les implants sur mesure. Et le vice-président a parlé du cadre réglementaire. Donc, effectivement, ces medical devices, ils répondent à la Medical Device Regulation de 2017. Et toute prothèse posée est déclarée dans un registre. Après cela, on passe à la présentation de Madame Seguin-Givelet de Montsouris, une présentation exceptionnelle sur la planification préopératoire et sur les techniques d'avenir. L'évolution de la chirurgie thoracique et de la pneumonectomie à la segmentectomie et le défi de réaliser des résections mini-invasives à thorax fermé a obligé les chirurgiens à s'intéresser à la planification. Ceci a abouti à la création de logiciels permettant de créer un modèle qui permet d'éviter les surprises en intraopératoire et de définir le nombre de segments concernés par une lésion. La préparation préopératoire permet la localisation de la lésion, la planification artérielle, la planification bronchique, la planification veineuse et la prédiction de l'ouverture des scissures. Cela permet aussi une aide à la décision en réunion de RCP, chirurgie versus radiothérapie dans les cas d'une fonction respiratoire limite par exemple, une évaluation de la fonction respiratoire résiduelle et les anomalies thoraciques. L'impression 3D, modèle stérilisé taille à l'échelle réelle, apporte au chirurgien un modèle tactile, ce qui pourra apporter une optimisation de la chirurgie. Finalement, grâce au casque, notamment le HoloLens qui est utilisé par l'équipe de l'Institut, le passage de la 3D à la vision immersive apporte une aide très précieuse, notamment aide au positionnement des incisions et du robot, réalisation d'opérations virtuelles, apprentissage des internes et des jeunes chirurgiens. En perspective, l'apparition de nouveaux modes opératoires
et l'amélioration de l'imagerie et des logiciels. Par exemple, les coupes anapates préopératoires qui nous permet déjà de savoir quel cancer on va opérer, permettra de développer la chirurgie de précision qui s'intègre dans le cadre de la médecine de précision oncologique. Notre président, et je pense à juste titre, une très belle intervention de la part de notre président qui insiste sur le fait que les chirurgiens sont des médecins opérateurs qui ne doivent pas perdre une partie de cet art. Donc, les chirurgiens doivent être inclus dans toutes les innovations technologiques. Ils doivent être en plus des médecins opérateurs, notamment pour la réalisation de certaines procédures interventionnelles, comme le TAVI, les endoscopies digestives. Droit et devoir de se former à ces pratiques opératoires innovantes pour une prise en charge globale d'une pathologie. Madame Kolchen, ici présente, les chirurgiens ont tout aussi le droit de pratiquer les procédures interventionnelles puisqu'ils connaissent bien, voire mieux l'anatomie que les médecins opérateurs non chirurgiens. Merci Harley. Ce coup final, nous commençons à comprendre les problèmes à partir du moment où nous voyons la réalité des patients. En réponse, débat sur l'entrée de la modélisation 3D dans le planning chirurgical des segmentectomies et actuellement un groupe européen pour les bonnes pratiques. Intérêt à développer et diffuser rapidement cette technologie et la supporter financièrement. Ce Joannet, enjeu majeur. Quand le pixel devient histologique, c'est formidable comme expression, quel est le frein pour le développement? Deux freins notés, donc le temps d'acquisition actuel qui dure plusieurs heures et la fiabilité de la biopsie virtuelle qui n'est pas encore au top et qui peut se tromper un petit peu. Et pour finir, M. Benamou, accès interventionnel sur l'image virtuelle, intérêt de travailler avec Dassault Systèmes pour le développement d'applications médicales. Intérêt majeur de la vision holographique, notamment au niveau de la profondeur du champ opératoire. Donc finalement, mon ami et collègue, le professeur Emmanuel Mandonnet, qui est de Lariboisière, qui est un neurochirurgien, a parlé de l'apport de l'apprentissage machine à la personnalisation de la chirurgie éveillée des gliomes. Depuis sa mise en application à l'exérèse des gliomes à partir des années 1990, la cartographie fonctionnelle sous stimulation électrique directe chez un patient éveillé a profondément modifié la façon de concevoir la chirurgie des tumeurs cérébrales. Une chirurgie fondée sur les limites tumorales, par définition non identifiables pour ces tumeurs diffuses, la chirurgie est passée à une chirurgie visant à repérer en péropératoire les limites fonctionnelles, au-delà desquelles la poursuite de la résection induirait des séquelles neurocognitives définitives. Ainsi, la chirurgie éveillée permet de maximiser l'étendue de l'exérèse, tout en minimisant les risques fonctionnels, c'est-à-dire d'optimiser la balance onco-fonctionnelle. D'abord restreinte aux fonctions des aires primaires sensitives et motrices, l'évaluation péropératoire s'est progressivement étendue aux fonctions cognitives plus complexes, comme le langage, la cognition spatiale, la cognition sociale, la cognition sémantique ou les fonctions exécutives. Le premier enjeu de la personnalisation est donc d'abord de sélectionner les fonctions les plus importantes à préserver chez un patient donné, eu égard à son mode de vie. Par ailleurs, les vastes réseaux d'aires corticales interconnectés par les faisceaux et sur lesquels reposent ces fonctions complexes présentent une importante plasticité. Ainsi, si l'on observe, suite à une lésion partielle d'un réseau, un déficit fonctionnel post-opératoire immédiat, on constatera le plus souvent une récupération à long terme. Le deuxième enjeu de la personnalisation est de prédire chez chaque patient les limites de sa plasticité, c'est-à-dire de déterminer, à partir des données comportementales et d'imagerie fonctionnelle préopératoire individuelle, quelles sont les zones à risque à proximité desquelles devront être identifiés péropératoirement les sites fonctionnels à préserver impérativement. Ce Béraud, exérèse suboptimal en fonction du métier du patient, en réponse, le professeur Mandonnet, parfois décision de ne pas opérer si le risque de nuire à une fonction est important. Il faudra retirer suffisamment de tumeurs afin d'avoir un effet, un bénéfice et un impact oncologique. C'est là où le risque fonctionnel devient important. Il est du droit du patient de refuser une intervention en toute connaissance de cause, du pronostic de sa maladie, en l'absence d'intervention. Et je vous remercie. C'est un peu long, mais